À 8h05, on a avec nous en studio Philippe Lemieux, notre prof de cinéma. Philippe, merci beaucoup de t'être déplacé ce matin. Tu viens nous parler de la sortie du film Capitaine America versus Iron Man. Oui, monsieur. Très attendu. Merci d'être là. Comment tu vas? J'ai très hâte, ça va très bien. Bon. J'ai très, très hâte de voir ce film-là, le 13e de l'univers cinématographique Marvel. Donc, on poursuit là, l'histoire qui a été entamée depuis Iron Man. Ça fait déjà plusieurs années. Et ce film-ci s'inspire d'une bande dessinée publiée en 2006 qui s'intitulait Civil War et qui a été publiée donc au moment où la guerre en Irak fait rage. Et vous allez comprendre pourquoi je le mentionne. En fait, c'est l'histoire du gouvernement qui veut créer un registre, un peu comme le registre canadien des armes à feu qui a été abonné en 2012, pour contrôler l'usage et l'impact des pouvoirs des super-héros. Parce qu'on se rend compte que lorsque les super-héros se battent contre des super-vilains, il y a des dommages collatéraux. Il y a des immeubles, évidemment, qui s'écroulent, mais il y a aussi des civils, des victimes innocentes, comme c'est le cas pour toutes les guerres. Et on veut essayer de limiter ces dégâts-là. Alors, on va créer ce registre-là et les super-héros s'entendront pas. Alors, c'est là que Captain America et Iron Man vont avoir des points de vue divergents. Ah oui? Oui, évidemment, on peut établir des parallèles avec Superman versus Batman. C'est ça que j'allais, parce que c'est un peu ça la trame du film. Oui, les deux films ont ça en commun. Le point de départ, c'est ça. Pour ceux qui ont vu le film, on le sait, le combat de Superman à la fin du dernier film a causé beaucoup de dommages dans la ville de Metropolis. Et il y a un immeuble qui appartient à Bruce Wayne, à Batman, là-dedans. Il y a des victimes innocentes. Et donc, ça crée le conflit initial entre les deux. Mais ces deux univers totalement différents, Batman, Superman, Wonder Woman, ne vivent pas dans le monde réel. Gotham, Metropolis et l'île des Amazones, pardon, c'est fictif. Alors qu'avec Marvel, on est dans le vrai monde. On est à New York. Oui. Dans Avengers, notamment. Spider-Man vient de New York aussi. C'est des endroits souvent qui sont véritables. Mais là, les films de super-héros, il me semble qu'il y a quelques années, on sortait le film du super-héros qui se battait contre des vilains autres. Mais là, les super-héros se pognent entre eux autres de plus en plus. Ben oui. C'est une tendance, c'est normal, c'est volontaire. C'est dans l'air du temps. Et je vais t'expliquer pourquoi, Patrice. Si on regarde l'actualité aux États-Unis actuellement, les nouvelles, OK, qu'est-ce qui est à la une? Est-ce que c'est un conflit des États-Unis vers l'extérieur ou est-ce que c'est un conflit à l'interne? Qu'est-ce qui est l'événement majeur présentement qui se passe aux États-Unis? Les campagnes, campagnes à la chefferie clairement. de chaque parti. Exact, c'est l'élection, c'est l'année présidentielle. Donc, il faut établir le parallèle. C'est des républicains contre des démocrates. C'est un peu ça qui est le débat là, qui fait la une aux États-Unis. Et dans le film qui va sortir demain, vous avez d'un côté Iron Man et de l'autre côté Captain America. Qui est Donald Trump? Ouais. Ben, je pense que c'est clairement Iron Man. Moi, j'en suis convaincu. Là. Non, c'est le contraire. Non, pour vrai, pourtant, Tony Stark... Il y a eu un renversement de valeur depuis le début de la série. Vous vous souvenez au début, lorsqu'on nous présente le personnage de Robert Downey Jr., Tony Stark, c'est un capitaliste engagé. C'est aussi quelqu'un qui est très individualiste, qui est arrogant, mais au fil des films, il va changer complètement son fusil d'épaule. Il va apprendre l'erreur de ce qu'il faisait par le passé et va vraiment aussi être habité d'un sentiment de culpabilité important. Donc, lui, il change de camp et inversement, Captain America, qui est vraiment le symbole même du bon soldat, vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, lui, notamment dans son dernier film, se rend compte que même S.H.I.E.L.D. peut être corrompu de l'intérieur, même le gouvernement, même les gens en qui il avait confiance finalement. Ses illusions. Oui, et donc lui, il est désillusionné, lui, il n'a plus confiance, il n'est plus le bon soldat. Donc, il y a eu vraiment un renversement des valeurs entre les deux personnages. Philippe, moi, je veux savoir au niveau de l'écriture de ça, ce que tu nous expliques là, on le colle bien à la réalité. Est-ce que c'est dans la psyché des artistes qui ont créé le film ou c'est volontaire? Non, clairement. C'est réfléchi selon toi? Oui, ils sont très conscients. Et d'ailleurs, si on revient au départ et on regarde les films dans l'ordre, là, les 12 films précédents, on voit qu'il y avait un plan, que c'était intentionnel. Ah ouais. Déjà, la tension entre Iron Man et Captain America est présente dès leur première rencontre. Là, mais c'est amical, on jase, mais là, ça va devenir important parce qu'ils ne seront pas d'accord. Et si j'ai pas vu un, deux ou les 12 premiers, est-ce que je peux aller voir Captain America demain? Bien sûr. Je pense que tu peux passer un super bon moment. Il y a peut-être des éléments de l'histoire qui vont t'échapper, mais je veux dire, c'est un divertissement. Ou qui vont te donner le goût d'écouter les autres avant, tu sais, après, mais... Oui, à rebours, c'est possible aussi, oui. Oui. Et est-ce qu'ils sont tous là, les super-héros, ou il non, en manque quelques-uns? Ils sont pas tous là. Il en manque quelques-uns, ça c'est sûr. C'est un conflit qui est à l'échelle humaine. Okay. Ça, faut le dire. Alors, Thor, par exemple, qui était dans les films précédents, c'est un demi-dieu. Et lui, les conflits entre les êtres humains, ça le concerne pas. Il est au-dessus de tout ça. Oui. Fait que je pense que Marvel a décidé de l'exclure du film et ils n'ont pas tort de le faire. Sur cet excellent jeu de mots, on va aller faire un bilan de circulation, le temps de changer d'idée. Je sais pas. Mais on parle avec Philippe tout de suite après.
On est en compagnie de Philippe Lemieux, prof de cinéma au Cégep de Saint-Jérôme, et notre collaborateur ici, c'est la sortie de Captain America versus Iron Man. Tu nous parles donc de cette imagerie qui représente la course actuelle à la présidence des États-Unis, ultimement, les courses républicaines et démocrates. Et là, tu nous disais que Thor était pas dans l'action et il n'est pas le seul super-héros à être absent Non, effectivement. Dans l'univers Marvel. Là. Effectivement, pour des raisons évidentes, on a exclu Hulk aussi de ce conflit-là. Hulk qui est considéré comme l'un des personnages les plus puissants parmi les super-héros et on s'entend que peu importe l'équipe qui choisirait, cette équipe-là aurait un avantage considérable dans un conflit. Fait qu'on voulait pas débalancer un côté... Non, exact. Puis si on se souvient bien, à la fin du dernier film d'Avengers, il s'est isolé intentionnellement justement pour limiter les dommages collatéraux qui a tendance à générer, mais détruire pas mal tout. Et donc, on va apprendre dans un film à venir qu'est-ce qui est arrivé à Hulk, mais lui, il fera pas partie là, de ce conflit-là. Par contre, cette absence-là va être remplacée par deux super-héros qui, pour la première fois, vont apparaître dans la série des films Marvel. Spider-Man, premièrement. Et là, il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais Spider-Man a déjà eu 5 films. C'est vrai, mais produit par Sony. Pas par le studio Marvel. Ben oui. Et il y a eu une série de négociations et de tergiversations légales là, pour finalement permettre à Spider-Man de s'intégrer au groupe des Avengers. Là, parce que les droits d'auteur, et c'est très compliqué là, dans tout ça. Mais finalement, il va être là. Alors, c'est un grand moment. Dans les bandes annonces, d'ailleurs, on souligne vraiment sa présence dans le film parce que l'acteur qui l'interprète, c'est celui qui va l'interpréter aussi dans son propre film là, qui est à venir. OK. Mais c'est encore plus intéressant, c'est l'autre super-héros qui va être présenté pour la première fois à l'écran, c'est Black Panther. Black Panther. Il est-tu nouveau, lui? Moi non plus, je le connais pas. Il est tout nouveau dans les films. C'est un personnage créé en 1966 et c'est le premier super-héros noir des bandes dessinées américaines commerciales. Alors, c'est quand même important. Est-ce que c'est en lien avec... Il y avait un groupe qui s'appelait les Black Panther Party. Apparemment, le nom ne vient pas de ce groupe-là. Moi, j'ai un doute parce que les deux ont été fondés en 1966. Et je pense que même si le créateur nie le lien, je pense qu'on peut quand même le faire, le lien. Et j'ai envie de vous parler de ce groupe-là, le Black Panther Party, parce que c'est quand même intéressant. Ils sont nés suite aux marches de Selma. On se souvient les marches pour les droits civils des Noirs qui a eu lieu en Alabama. Il y a un film d'ailleurs qui s'intitule Selma tout récemment, là, produit qui traite de ça. Il y a eu plusieurs Oscars d'ailleurs. Exact. Et donc, par la suite, il y a des groupes comme ça qui vont se former un peu partout aux États-Unis. Au départ, c'est à Oakland, en Californie, et leur mission, c'est de patrouiller les rues et surveiller les agissements de la police vis-à-vis des personnes de race noire. Et il y a comme ça des cellules qui vont naître partout en Amérique. Et même, il y aura un coup d'éclat. En 1967, il y a au gouvernement californien une loi qui doit passer sur le contrôle des armes à feu. Et eux, ils vont être 26 Black Panthers à rentrer dans l'Assemblée législative, mais armés. Oh. OK. Alors, il n'y a pas eu de fusion de sang ou de coup de feu tiré. C'était simplement un coup d'éclat pour faire parler d'eux dans les journaux et ça a très, très bien fonctionné. Mais il y a une chose qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont à l'origine d'un programme aux États-Unis qui s'appelle le Free Breakfast for Children. Alors, Tammy, pour toi, c'est les déjeuners gratuits pour les enfants. Ah, merci de me traduire. On a l'équivalent au Québec, hein, c'est le Club des petits déjeuners qui existe depuis 20 ans. Ben, eux, à leur apogée, là, ils donnaient à déjeuner à 10 000 enfants américains issus de milieux défavorisés à chaque jour avant que ces enfants-là se rendent à l'école. Les Black Panthers. Ça. Oui. Et donc, on amène dans le nouveau film un nouveau super-héros. Mais en fait, c'est pas un nouveau super-héros. Il est créé depuis 1966. Oui, nouveau à l'univers cinématographique de Marvel. L'univers à l'écran au cinéma, c'est nouveau. Et le film a déjà été vu par certains critiques. Oui. Et la cote, en général, est-ce que c'est bon? Les commentaires sont dithyrambiques. Plusieurs ont même dit que c'était sans doute l'un des meilleurs films de super-héros qu'ils avaient vus. Les critiques sont très, J'ai vu 4 sur 5 dans le Journal de Montréal, ce qui est gros, là, 4 sur 5. Ils sont très, très positifs. C'est donc un peu le contraire de ce qui est arrivé récemment avec Batman versus Superman. Au niveau des critiques, c'est complètement l'inverse. Oui, vraiment, là, c'est deux mondes. Donc, c'est un endroit à amener sa mère en fin de semaine. Ça sort demain, en fait. Si elle est fan de super-héros, oui, tout à fait, Billy. Il y a Karine sur la messagerie texte qui demande la cote, en fait. Est-ce que les enfants peuvent le voir? Je suis sur Cinéplex Odéon où on dit général, mais déconseillé aux jeunes enfants. Donc, tenez-vous là pour dit. Film de super-héros déconseillé aux jeunes enfants. Merci beaucoup, Philippe Lemieux, notre prof de cinéma. Toujours passionnant. Et un passionné, ben c'est ça que ça fait. Ça rend c'est ce qu'il nous dit passionnant. Philippe Lemieux, prof de cinéma au Cégep de Saint-Jérôme, notre collaborateur ici. Le petit monde de Billy Tellier dans un instant. Billy qui fait un éloge à sa mère, particulier, par exemple.